bonjour Jean-Paul Samnik, grand stratège africain de nationalité camerounaise et à Paris, au centre d'accueil de la presse étrangère, pour nous rendre visite et recueillir quelques informations concernant l'Afrique. Comment va l'Afrique? Question très difficile. Je suis grand stratège, non, je suis stratège, je suis stratège. Question difficile. Il y a une Afrique à vitesse variable. L'Afrique ne se développe pas au même rythme parce que chaque région pratiquement a ses réalités. Je ne peux donc pas facilement vous répondre en disant l'Afrique va mal ou bien. Ça va mal dans certaines régions de l'Afrique et pas dans d'autres. Pas dans d'autres. Alors, nous allons passer furtivement au Cameroun. Aujourd'hui, 30 ans, Paul Biya est au pouvoir. Comment voyez-vous les prochaines élections? Je vois déjà aucun rapport entre le fait que le président Biya soit au pouvoir maintenant et les prochaines élections. 30 ans, c'est-à-dire qu'il se pérennise au pouvoir. Et quels résultats le Camerounais auront-ils par rapport aux prochaines élections? Je comprends bien votre question. Déjà, je salue tous les Camerounais et amis du Cameroun, puisque c'est notre fête nationale aujourd'hui, le 20 mai. Bonne fête alors. Merci. C'est la fête de la réunification. C'est les deux Camerouns, anglophones et francophones, comme ça s'appelait auparavant. Aujourd'hui, le Cameroun est bilingue, en un seul État, d'où notre étoile au centre. C'est le symbole de l'unification des parties linguistiques plutôt du Cameroun. Si le président Biya est au pouvoir, nous partons du principe qu'il est arrivé par la voie des urnes et nous n'avons pas, nous respectons les institutions du Cameroun, la Constitution principalement. Les Camerounais ont le droit de maintenir le challenger au pouvoir autant que la Constitution le permet. Aucune disposition n'est prise pour un temps limité en âge ou en nombre d'années au pouvoir au Cameroun. Il n'y a pas l'usure de pouvoir? L'usure de pouvoir se manifesterait du moins dans ce cas par certains éléments qu'on pourrait déceler. Mais jusqu'à ce jour, le Cameroun progresse, il avance. Le Cameroun d'il y a un an n'est pas celui d'aujourd'hui. Si les Camerounais constataient que le temps mis au pouvoir par le chef de l'État camerounais, son excellence M. Paul Biya, posait problème pour le développement, ils manifesteraient. Jusqu'à présent, les Camerounais sont contents d'avoir M. Biya comme président, la majorité du moins. Et les droits de l'homme là-bas? Oui, il y a beaucoup d'évolutions. Nous sommes des républiques de 50 ans. On nous exige d'être sur le bateau de la mondialisation au même pied d'égalité que des pays qui ont connu des centenaires de guerre pour arriver au niveau des droits de l'homme auquel ils se trouvent. C'est peut-être trop demandé. Nous sommes tous des défenseurs des droits de l'homme. La vie humaine est tellement précieuse qu'on ne peut pas faire un objet politique. Mais c'est un problème beaucoup plus d'éducation, d'instruction, à la paix, au respect des droits de l'homme, effectivement, et aux droits de l'autre, et au sien même propre. Si on n'a pas une considération pour sa propre vie ou pour sa propre personne, il est plus difficile d'avoir celui du prochain, comme on dit dans certaines professions, ou de son voisin. Je pense que tout ça tourne autour d'un problème d'éducation. On ne peut pas faire, ce serait un faux procès de juger un président, surtout qu'il ne commet aucune exaction, pourtant atteinte aux droits de l'homme. Oui, alors, il n'a jamais commis d'exaction, bien sûr. Et, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui et concernant le procès de M. Dagana,
Que pensez-vous que cet homme reste 13 ans au pouvoir sans qu'il y ait un jugement équitable? C'est un problème judiciaire, c'est un problème d'institution judiciaire et du mode judiciaire camerounais. Ce n'est pas un refus qui est un procès, c'est une procédure. Elle est sans doute longue. J'ignore le dossier lui-même et les chefs d'inculpation. Hein. Combien y en a-t-il? Quelle enquête faut-il mener pour avoir de bonnes informations? Si c'est un dossier de d'instruction, ça peut être long. Ce qui est négociable... 13 ans d'instruction. Oui, je constate que c'est un peu long, évidemment. Mais ce qui est négociable, peut-être, si monsieur est inculpé, qui n'est pas coupable, forcément, s'il est inculpé, je pense qu'au bout de 13 ans d'instruction, une décision particulière peut être prise. Elle peut tenir compte de la santé de l'inculpé. Je parle au sens général, je ne parle pas de M. Atangana. Au sens général de la santé, des conditions de vie, des mises en danger de sa famille, par exemple à l'extérieur, si elle ne s'en sort plus en effet de l'absence de ce monsieur, avec la garantie qu'il ne puisse pas s'enfuir et répondre à toutes les communications. Oui, effectivement. Alors, le problème le plus souvent d'incarcération dans nos pays où tout n'est pas forcément mis en place comme dans les pays très développés, dits développés, pour suivre, contrôler, comme ça, l'actualité nous le montre aujourd'hui aux États-Unis. La peur, je pense à la crainte du système judiciaire, c'est qu'il ne puisse pas faire répondre à M. Atangana au moment opportun. Je pense que là, il faut faire appel à l'intelligence. C'est un jour de fête aujourd'hui. Je pense que s'il n'y a pas un grand problème, on peut faire appel plutôt à l'humanisme. Non, à l'amnistie, il faut qu'il soit jugé, condamné pour être amnistié. Il n'est pas encore. Donc, vous me dites que on est en phase d'instruction. Pour être amnistié, il faut être jugé, condamné pour être amnistié. Bénéficier d'une grâce présidentielle, il faut être condamné. On n'est pas encore au stade où on peut lui accorder une grâce ou pas. Mais je fais confiance à l'humanisme, ou à l'humaniste qu'est le président Biya, qui est sensible aux conditions humaines de toutes ces personnes impliquées dans ces affaires. Je pense que il faut réunir certaines conditions. Si les inculpés peuvent apporter des garanties suffisantes, appréciées par la justice, parce qu'on parle de Paul Biya, il n'est pas juge. Même s'il est magistrat suprême, il y a une séparation de pouvoir. Donc, pour le moment, la justice, comme on le dit traditionnellement, sous son cours. Si les conditions humaines doivent mener M. Atangana à recouvrir la liberté conditionnelle, pourquoi pas, c'est étudiable. C'est étudiable. Alors, on va faire... J'ai cru comprendre que M. Atangana est aussi français. Oui, certainement. Si vous voulez que je continue sur ces dossiers, on pourra continuer si vous voulez. J'avais dit effectivement, on parlait de Cameroun. Ces dossiers de M. Atangana, j'ai rencontré son fils. Et quand son père a été arrêté, cet enfant avait l'âge de 6 ans. Et 6 plus 13, vous faites le calcul, vous allez voir, voilà, alors l'enfant est devenu majeur sans l'affection de son père, et on se demande comment on peut agir de la sorte tout en étant humain et que la personne reste en détention pendant 13 ans sans qu'il y ait un procès valable par rapport à cela. Est-ce qu'il y a l'humanisme dans tout cela? Je suis sensible, très sincèrement, aux souffrances, même psychologiques, de tous les membres de la famille de parents de M. Atangana. Et je comprends bien ce que vous me dites, mais vous savez, la justice, malheureusement, est froide. Et il doit être la même pour tous. 13 ans d'instruction, alors. Non, ce que je pense, c'est que oui, je pense qu'elle est longue. Je conviens avec vous que si nous ne sommes pas en phase d'instruction, qui n'a pas encore été condamné depuis 13 ans, je pense que dans certaines circonstances, ce monsieur peut bénéficier d'une liberté conditionnelle, comme je vous l'ai dit précédemment, avec des garanties de se présenter autant que de besoin. Voilà. Alors, monsieur Paul Biya est aujourd'hui parmi les doyens d'Afrique.
C'est une lumière, c'est une réflexion pour l'Afrique. Il connaît la géopolitique, la géostratégie. Le pays a un semblant de paix, bien sûr, il n'y a pas de guerre dans ces pays, contrairement à d'autres pays comme la RDC, le pays qui est voisin, le pays de Centrafrique. Vous y connaissez un tout petit peu en géostratégie pour ce qui concerne la RDC. Parlez-moi un peu de crise intestine qui touche ce pays qui est la RDC. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays? Vous savez, si vous l'avez bien observé, le président Paul Biya a toujours eu beaucoup de réserves en ce qui concerne les pays voisins, même africains. Parce que les Camerounais l'ont élu pour s'occuper du Cameroun. Mais en même temps, on est sensible, au même titre que lui, du feu qui se retrouverait chez nos voisins. Il a choisi la voie diplomatique. Vous avez suivi notre conflit avec le Nigeria, dans la zone dite de Bakassi. Il y a eu quelques pertes humaines, mais maîtrisées. On déplore, bien entendu, des deux camps. Le conflit est très rapidement passé au stade diplomatique, et avec un succès que tout le monde reconnaît. C'est de la volonté, tout a été fait de la volonté du chef de l'État camerounais principalement, qui s'est senti plutôt agressé, qui aurait pu adopter une posture de riposte, et qui a maintenu le dialogue. Vous avez constaté que les Camerounais, sur ce dossier, avant d'arriver à la RDC, ils sont restés. On a apprécié la victoire sans triomphalisme. Parce qu'en même temps, nous saluons nos frères nigérians. Nous les remercions aussi d'avoir suivi notre volonté de dialogue. Bien entendu, sans oublier les Nations Unies et tous les pays tels que la France qui nous accompagnent dans ce processus. Pour revenir à la RDC, sachez que l'attente des pays de la CEAC est grande en ce qui concerne la République démocratique du Congo. C'est quelque part pour nous l'équivalent de l'Afrique du Sud si ce pays était mieux structuré, mieux dirigé. Je ne veux pas porter atteinte au mode de gestion du président en exercice actuel. Je pense que vaudrait mieux faire une bonne guerre et retourner à la voie de la paix. Parce qu'il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix que de vivre de sommation de conflit. La RDC n'est qu'en conflit et non en guerre depuis très longtemps. C'est vrai que pour le Congolais de l'intérieur, pour lui c'est la guerre, parce qu'il la vit directement, il en souffre. Mais sur le plan stratégique, ça peut être classifié au niveau des guerres. Donc, la pluralité des conflits dans le temps et dans la durée en RDC mine toute confiance des investisseurs internationaux. C'est déjà le premier problème. Indépendamment de la vie qui n'est pas paisible pour les Congolais. Est-ce un problème que le président ou le chef d'État? Je ne pense pas. Je pense que c'est d'abord un problème institutionnel et du respect de ces institutions. L'Afrique a en général la possibilité d'émettre les meilleures lois. D'ailleurs, elles sont calquées à celles des grandes puissances. Et notre problème est un problème, je reviens là-dessus, d'éducation, de formation. Plus le peuple, votre peuple, sera formé, éduqué, et plus les revendications seront beaucoup plus lisibles, cohérentes et peut-être mieux comprises par les dirigeants. Et si nécessaire, on a souvent l'habitude de dire qu'on a que les dirigeants qu'on mérite. Si vous pensez que votre dirigeant a été à tuer des choses, mais votre peuple en danger, ben vous faites tout dans les voies légales, bien entendu, pour le changer. Alors le Rwanda agresse la RDC, l'Ouganda également, et le Burundi. Alors c'est mon affirmation, vous dites. Alors apportez-moi une contre-vérité par rapport à ce que je viens de dire. Attention, c'est pas parce que je dis que c'est votre affirmation que je dis que c'est faux ou vrai. Je dis c'est vous qui le dites. Je pense que dans beaucoup d'occasions, c'est ce qu'on peut appeler un conflit transfrontalier. Et ça peut être plus long si vous avez plus de temps, mais ça m'amènera à retourner jusqu'au partage de l'Afrique. Allez-y et apportez-nous quelques éléments, parce que c'est un conflit terrible
qui a laissé sur le carreau plus de 8 millions de Congolais. Alors, nous souhaiterions, bien entendu, avoir des voies de sortie, des voies et moyens de sortie par rapport à cette affaire. Nul n'aspire qu'à vivre en situation de guerre. Même les soldats ne sont pas faits pour vivre en situation de guerre. Il faut la paix pour préparer la guerre, en sorte pour l'éviter. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Lors du conférence de Berlin, vous avez parlé? Oui, depuis la conférence de Berlin, l'Afrique a été concassée, et il s'avère que des populations, il y a une partie de la même population qui s'est retrouvée dans un pays, ci-dessus dans l'autre, c'est le cas du Burundi-Rwanda déjà, où les mêmes populations se trouvent dans les mêmes pays à des proportions différentes. Je dirais même inversé. Il en est de même en RDC, à l'est du Congo. Vous voyez un ressortissant de l'est du Congo, du nord-est, il ressemblera beaucoup plus à son voisin et frère du Rwanda, et vice-versa. Vous avez souvent des problèmes, ce sont des crises plus identitaires que des crises d'institutions politiques. Dans le cas du Rwanda et du Burundi, par exemple, vous pouvez appliquer le même exemple au niveau du Congo. Quand un Tutsi du Rwanda est maltraité, le Tutsi du Burundi se sent concerné. C'est un mimétisme. Parce qu'on a toujours vécu, avant toutes ces séparations, d'ailleurs, la séparation géographique et physique n'entraîne pas sur séparation forcément psychologique, génétique, etc. Je pense que l'Afrique a gagné à renforcer les institutions régionales. On peut atténuer, même si on ne trouve pas des solutions. Là, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque ces frontières sont intangibles et ne sont pas négociables. Il y a quelques exemples rares, peut-être le Rwanda, le Sud-Soudan, bien entendu. Et là, c'était tellement flagrant et manifeste qu'il fallait les séparer. Et ça continue à poser problème d'ailleurs, même la séparation. Il y a un problème de richesse qui se trouve plutôt dans l'autre frontière, le pétrole se trouverait plus au sud. Tout à fait. Au nord, et c'est le nord qui a tout géré. Là aussi, il faut des négociations. Tant que les humains continueront à rester sur une table de négociation, il n'y aura pas de guerre. La guerre est tout simplement la manifestation physique de l'échec de la diplomatie. C'est pour ça que nous faisons prévaloir la diplomatie et le droit. Ce qui se passe au Congo, effectivement, c'est que quand les Hutus du Rwanda sont pourchassés, ou quand ils fuient, pour des raisons diverses, et que vous connaissez, bien entendu, il est naturel pour eux d'entrer chez leurs parents bantous. Quand ils fuient, ils rentrent dans le Congo. Et pour eux, c'est tout à fait normal, ils retrouvent leurs parents au Congo, dans la zone. Et s'ils ne sont pas maîtrisés, parce que le Congo a ses propres problèmes, il est difficile de maîtriser des hommes armés, des milices, ou même des militaires, anciens militaires, qui ont fui des répressions dans le sens inverse cette fois-ci, des Tutsis, ou du régime tout simplement rwandais pour ne pas faire entièrement de ces balistes. S'ils sont contenus, maintenus et gérés, il n'y a pas de problème. Les déplacements de population les déplacements migratoires sont souvent gérés par les nations et on attend que ça se calme pour qu'ils retournent paisiblement dans les pays. C'est ce qu'on appelle les réfugiés, simplement. Tout simplement. Or, vos réfugiés se trouvent armés et ils ne sont pas désarmés. Alors, je ferai quand même une petite parenthèse. Donc, on peut faire des infiltrations de temps en temps au Rwanda, ce qui amène le Rwanda à se donner un droit de suite pour ça. Très bien, très bien. Je vois votre logique, votre rhétorique par rapport à l'agression. Donc, vous soutenez cette agression du Rwanda sur la RDC. Alors, lors de cette invasion, j'arrive. Il y a des moments où c'est votre président, ou ce sont vos présidents souvent aussi, pas des conventions, qui ont invité les Rwandais chez vous. Oui, mais j'allais revenir par rapport à ça. J'allais revenir par rapport à ça. En 1994, le président Mobutu tire une sonnette d'alarme aux Nations Unies en disant la RDC ne peut pas recevoir un flux d'immigrés, donc de réfugiés, vers son pays. Et ça pourra créer des problèmes d'abord à la fois démographiques, stratégiques et géostratégiques. Il n'a pas été écouté. Vous vous souvenez de cela? Oui, bien sûr. Il y a eu 2 millions de Rwandais qui sont
pour entrer en RDC. J'ai bien dit 2 millions de Rwandais, que ce soit Tutsi ou tout, mais il y a eu 2 millions. Est-ce que vous pouvez penser sur ces 2 millions, tous ces 2 millions étaient armés? Non, pas du tout, naturellement, tout le monde n'est pas armé. Je vous disais tout à l'heure, je me suis sûrement fait mal comprendre. Je vous disais tout à l'heure que ceux qui sont contrôlables et gérables, disons des réfugiés politiques et strictement politiques, non armés, beaucoup retournent. Il y a un programme des Nations Unies en coopération avec les différents pays pour faire retourner aussi bien les Tutsis que les Hutus au Rwanda. Ça se fait. Il n'y a plus de 2 millions aujourd'hui. Depuis 1994, il n'y a plus de 2 millions de réfugiés rwandais au Congo. Une partie décimée, une partie sont retournés chez eux, bien entendu. Décimés par l'armée patriotique rwandaise, bien entendu. Alors, bien entendu, pour nous, c'est un problème de langage. C'est un problème d'élément de langage, du moins. Ce que vous appelez décimé, je ne sais pas pourquoi, dans ce cas, vous êtes pudique pour ne pas dire j'ai été exterminé. Mais écoutez, on ne peut pas venir dans votre pays et exterminer 500 000 hommes. Pardonnez-moi, il y a un rapport mapping qui vient d'être publié. Et ces rapports datent du 1er octobre 2010. Ce rapport est bien clair. Clarifié. Ce rapport a tenu compte du fait que tant que vous êtes civil, en armes, vous prenez immédiatement la posture d'un soldat. Le rapport a détaillé pas mal d'éléments. Le rapport est assez clair et pointe du doigt précisément l'armée patriotique rwandaise. Et bien entendu, à la tête de cette armée, à la tête de cette armée, bien sûr, Paul Kagame, qui est aujourd'hui indexé par rapport à cette situation comme étant organisateur d'un génocide Hutu en RDC. Génocide Hutu en RDC. Oui, regardez les rapports. Ça veut dire que c'est en complicité avec l'État congolais. Non, bah oui, certainement. Certainement. On commençait par la violation des frontières. Certainement. Pour arriver à l'extermination des humains. Certainement, vous parlez. Vous êtes en train de me informer que la République démocratique du Congo a cautionné le massacre ciblé des réfugiés Hutus sur son territoire. Oui, certainement avec le président qui est à la tête du pays actuellement. Oui. Actuellement. Oui. Écoutez, je n'ai pas suffisamment de preuves. Les éléments sont là. Les nations, ça s'appelle le rapport mapping. Hein. Je connais le rapport mapping, mais écoutez, ce sont des humains comme vous et moi qui sont derrière ces rapports. Ce rapport peut être contesté, c'est tout à fait légal de contester le rapport. Vous savez, quand je pense que le Congo ne doit pas être d'accord avec vous. Le rapport a été, le rapport a été fait. Ce qui ne veut pas dire que je conteste les faits, je ne les connais pas. Bah, prenez d'abord connaissance de ces rapports et vous verrez des organismes sérieux qui ont apporté leur contribution par rapport à l'élaboration de ces rapports et des éléments, les enquêtes. Je ne me méfie pas des institutions, mais je me méfie beaucoup des hommes. Et la question fondamentale est toujours de savoir pourquoi ce rapport est à tel moment. Écoutez, moi, je figure sur un rapport d'une institution très respectable, avec des membres très respectables, où je suis le financier international d'un chef d'État. Ce qui est archi faux, vous me connaissez, pour savoir que je ne peux pas être le financier, je ne suis pas financier déjà. Alors pour être le financier international d'un chef d'État, ça doit représenter quelques milliards quand même. Mais je ne veux pas rentrer dans le secret. C'est de faire filmer, hein, c'est pas conditionnel. Je ne vais pas sortir le secret, mais vous êtes quand même conseiller de plusieurs présidents. Je ne vais pas citer le nom de ces présidents, mais donc on peut, par cascade. C'est une situation de fait. Je veux dire que la vérité ne se fait pas par vous êtes conseiller d'un chef d'État. Forcément, si ce chef d'État fait une transaction financière, c'est vous. J'ai appris sur Internet aussi qu'on aurait recruté un mercenaire dans un État où j'ai des relations d'amitié avec la première autorité, la plus haute autorité, comme chef de l'État, que ce serait passé par moi. Je ne connais pas ce monsieur, ni de nom, même de visu. Mais il s'avère que c'est par moi. Alors là, on a mis le conditionnel. Et je ne poursuis jamais. Oui, bien sûr, c'est la meilleure façon de faire les choses d'ailleurs. Alors, revenons un peu à l'analyse. Vos rapports sensibles souvent. Alors, revenons par rapport à la RDC. Aujourd'hui, nous allons vers les élections.
hein, donc vers la fin de l'année. Voilà, donc là c'est comme c'est toute l'Afrique d'ailleurs, il y a eu 21 élections, là on arrive encore à 18 élections. Aussi au Cameroun, hein, nous allons vivre la même chose d'ailleurs. Naturellement. Oui. Alors, quelle est l'image avez-vous par rapport à cela? La RDC d'abord. La RDC. Alors, par rapport à la République démocratique du Congo, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis, en plus, de tous les côtés, je peux dire. Puisque je respecte les opinions de mes amis. Je n'ai pas à avoir des amis que de l'opposition ou que de M. Kabila ou d'un autre. Je rencontre tous les Congolais et pour moi, j'ai toute une relation d'amitié et de fraternité avec mes frères congolais. Je vous dis une chose. D'abord, vous aurez un problème. Ce sont les élections à un tour. Un seul tour. Tripatouillé, bien sûr. Attendez, on n'est pas aux élections pour savoir si elles sont toutes. Tripatouillé, oui, tout à fait. Bon, vous avez vos mots à vous. Il y a eu une modification constitutionnelle, en effet, qui a été validée par vos législateurs. Bien sûr, qui sont corrompus, bien entendu. Vous ne pouvez pas rapporter les points de ce que vous dites. Vous savez, c'est difficile de savoir qui est corrompu et qui est corrupteur. Avant d'entrer dans des analyses plus sérieuses, nous avons malheureusement l'obligation de fonder nos raisonnements sur des données visibles, palpables et vérifiables. Et je vous l'accorde. Vous avez l'Assemblée nationale, ils ont été élus par le peuple ouvertement. Et on ne peut pas dire que la Constitution ne vaut rien, l'Assemblée nationale ne vaut rien, tous ces députés ne valent rien, parce qu'à ce moment, ça ne nous arrange pas. L'Africain a l'habitude d'être démocrate quand il est à l'opposition et quand il arrive, il devient dictateur. Et pas le pouvoir, il est dictateur. Non, soyons plus sérieusement. Je sais que vous jouez votre rôle de journaliste un peu taquineur, pour me faire réagir un peu, je ne pas ainsi. Je suis conscient que vous respectez bien les décisions de votre pays. Effectivement, votre Constitution a été récemment modifiée pour passer à un seul tour. Ça pose un problème. Mais ça peut poser un problème au président lui-même. Parce que s'il n'est pas sûr qu'à un seul tour, il gagne ses élections, il peut les perdre. Il faut qu'il soit prêt à les perdre et accepter la défaite. C'est pas comme Babo, hein. C'est pas comme Babo, pardonnez-moi, c'est pas comme Babo, on gagne ou on gagne. Vous savez, M. Laurent Gbagbo était... On gagne ou on gagne, hein. Mais c'était une période de campagne. M. Laurent Gbagbo est un ancien président qui mérite tout notre respect, même en cas de défaite. Et je salue d'ailleurs en passant l'aspect pacifique du nouveau président Alassane Ouattara. Et il connaît très bien, mieux que nous deux, M. Gbagbo. Je pense qu'ils sauront trouver la voie de la paix pour reconstituer et construire la paix. Alors, revenez sur le président, alors le premier et le seul tour. Alors, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, en effet, vous avez un tour. Mais M. Kabila n'a de problème que si tous les partis d'opposition, face à lui, se mettent d'accord. Vous avez des problèmes d'ego tellement prononcés que vous n'arrivez pas à constituer ou à trouver une candidature unique face à l'opposition. Et ça, ce n'est pas dû à la corruption. M. Tshisekedi n'est pas corruptible par M. Kabila. Son rêve, c'est de le remplacer. Vous avez le jeune Kaméré, oui, qui est actuellement, c'est le candidat de la jeunesse, on connaît son show, oui, tout à fait. 10 ans aux côtés de Kabila d'ailleurs, il faudra le souligner. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas, comme le disait le président Houphouët-Boigny, il perd son âme. C'est pas parce qu'il a été à côté de M. Kabila. Il a été très efficace d'ailleurs. Oui, très efficace, bien entendu, en disant que c'est pour cela que j'ai voté Kabila, c'est pour cela que j'ai choisi Kabila. Mais aujourd'hui, après, lors d'un discours à Goma, il dira pardonnez-moi le Kivousien, je vous ai menti, je vous ai trompé. Mais non, il s'est trompé lui-même. Non, je vous ai menti. Non, je pense pas. Si, il a sorti ses discours. Monsieur Vita Kaméré. Si, il a sorti bien ses discours. C'est un enseignant d'université. Je ne pense pas qu'il soit capable Je vous le garantis. Pour moi, c'est un grossièreté. Et si ça a échappé, je pense qu'il a dû se tromper de mot. Sincèrement, je ne pense pas qu'il puisse... C'est le mot qui a été utilisé, le mot qui a été utilisé et ça a été repris dans tous les journaux. Je pense que c'est une interprétation. Non, le mot a été utilisé. Arrêtez-moi. Même si le mot a été interprété... Utilisé, pas interprété. Même si le mot a été utilisé, vous savez, on dit souvent cette chose. Si je me suis trompé et que je vous ai dit le contraire, je vous ai menti. Ça ne veut pas dire que je suis un menteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas dit cela. Ça, c'est une rhétorique. Vous rentrez dans une rhétorique. En français, si ce que j'ai dit ne reflétait pas la vérité, c'est un mensonge. Ça ne veut pas dire que je vous ai menti.
du moins consciemment. Alors revenons maintenant. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, bon, je peux dire entre le vieux, qui est l'opposant. Les leaders maximaux. Traditionnel. Les leaders maximaux. Déjà, il faut qu'il fasse un peu de place à sa jeunesse aussi. Très bien. Il y a des jeunes de cinquantenaires qui sont à ses côtés. Il peut être le président fondateur de son mouvement et donner plus de chance à quelqu'un de plus jeune que lui. Il veut prendre le pouvoir. Quel âge il a maintenant, monsieur? Puisque vous parlez d'âge de président. Il a quel âge? Il a 78 ans à peu près. Ouais. 78 ans, il est candidat. Pour la première fois. Il veut devenir président à 78 ans. Alors, il veut devenir président à 78 ans. Je ne sais pas ce que je peux leur conseiller à tous les deux, ou à tous les 3 ou 4 ou 5, d'autres candidats que je ne connais pas, pour trouver une candidature unique, ou au moins 2 candidatures. Ils n'ont aucune chance de gagner les élections à 5 candidats devant M. Kabila. Ça veut dire que si M. Kabila, il n'y a pas de deuxième tour, donc il peut gagner à 25%, il peut gagner les élections à 30%. Puisqu'il y a beaucoup de candidats, il y a pluralité. Et puis le plus souvent en Afrique, mais tout est régionaliste, on n'est pas des tribalistes. Chacun vote le candidat de sa région. Celui qui a plus de moyens aujourd'hui. Comme M. Kabila n'a pas de région, comment on peut faire? Parce que vous savez bien qu'il vient du Rwanda. Comment il n'a pas de région? Il vient du Rwanda, vous savez aussi bien. Je ne le sais pas. Très bien. Je suis désolé, je ne le sais pas. M. Kabila, pour moi, est le fils de M. Kabila, père. Donc, je ne suis pas censé savoir qu'il vient du Rwanda. Écoutez, moi, je suis Camerounais, je suis né en RDC, en Centrafrique. C'est vrai que c'est pas loin. Bangui n'est pas loin de Zongo. Je suis né en République centrafricaine. Vous êtes quoi? Vous êtes un Douala, un Bamileke? Ça n'a pas d'importance pour moi. Et je peux le dire. Écoutez, j'ai en moi, je suis Bassa, Douala et Wundo. Mon épouse est Bafoussam Bandiou. Mes enfants ont tout ça en eux. Vous voyez, je ne peux pas rentrer dans des querelles, des choix de tribus. Je ne suis pas le bon exemple pour vous, je suis désolé. Mais le bon exemple, vous l'avez bien spécifié. Non, attendez, le bon exemple là, vous l'avez bien spécifié. Et vous êtes quand même à l'intérieur du Cameroun. Que vous soyez, non, j'ai dit, vous êtes à l'intérieur du Cameroun. Or, le président, il est à l'extérieur de la RDC. Le président à l'extérieur de la RDC. C'est-à-dire au niveau de... C'est vous qui l'affirmez, je vous dis que le président est congolais. Mais vous avez voté la tête en bas, les pieds en l'air en votant le président. Comment pouvez-vous voter un étranger président? Si M. Kabila n'était pas congolais, il ne serait pas candidat déjà. À la lumière de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Ouattara, vous le savez bien. Ouattara est ivoirien. Si M. Alassane Ouattara n'était pas ivoirien, M. Gbagbo, qui était président en exercice, ne lui aurait pas permis de se présenter aux élections. Haute-Volta. Mais monsieur, la Haute-Volta, parlons de la Haute-Volta par exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été voltaïques, parce que maintenant, pour qu'il l'avait, sans se déplacer. Les frontières se sont déplacées 2-3 fois. Aujourd'hui, le village se trouve par exemple au Burkina Faso. Pour certains, les villages se retrouvent en Côte d'Ivoire, avec tous les parents au Burkina Faso. On ne va pas faire le procès, ce n'est pas eux qui ont dépassé les frontières, je suis désolé. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso d'aujourd'hui ont bougé 2 ou 3 fois, selon les circonstances extérieures d'ailleurs à la volonté des peuples. Il y a des éléments quand même qui prouvent à Sion que cet homme viendrait de la... Vous savez, il y a... Mon plus grand rêve aujourd'hui, mon plus grand rêve est d'amplifier la régionalisation. Le jour où le président rwandais ou congolais sera le président de l'Afrique centrale, de toute l'Afrique centrale, ou de l'Afrique, certains l'ont pensé déjà, sous d'autres formats qu'un État. Les États-Unis, c'est 54 ou sauf erreur de ma part, c'est 55, 54 États. Ils ont un seul président. Avec plusieurs États. C'est un État fédéral. Oui, mais c'est du fédéralisme. On n'est pas encore. L'Africain n'est pas encore prêt pour le. C'est nécessaire de dire aujourd'hui que M. Obama est né à... Non, mais l'Africain n'est pas prêt pour le fédéralisme. Mais d'abord, il y a un développement, structurel, il y a un développement intellectuel. Parce que le Cameroun, qui fête ses 20 ans aujourd'hui, ça tombe à ici d'ailleurs. À 20 ans aujourd'hui, nous sommes passés de séparation à la fédération pour être aujourd'hui à l'unification. Le Cameroun est aujourd'hui un, indivisible. Comme la RDC d'ailleurs. Vous me dites que les Africains ne sont pas prêts au fédéralisme. Je vous dis que ce n'est pas possible. Le Nigeria vit dans le fédéralisme. Mais oui.
Ben, vous savez, c'est fédéralisme. Vous savez, c'est fédéralisme. C'est une solution. C'est peut-être une bonne solution. Mais vous savez, c'est fédéralisme. Mais vous savez, ce fédéralisme-là viendrait aussi du pays anglo-saxon. Ça n'a rien à voir. Hein, donc, en fait, il ne faudra pas penser de la même façon que le fédéralisme d'un État issu de la colonie française ou de la francophonie. Hein, en fait, dire qu'il y a deux origines différentes. Effectivement, il y a plus de fédéralisme du côté de l'anglo-saxon. Tout à fait. Parce qu'ils ont pensé à la décentralisation tout à fait. Dès le départ. C'est vrai. C'est un mode de droit. Même le droit anglo-saxon, nous avons réussi à faire la synthèse des deux au Cameroun. Parce qu'il était nécessaire qu'on vive ensemble, sans discrimination. Aujourd'hui, le Cameroun est bilingue, c'est une richesse. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de dire lui c'est le Camerounais anglophone et l'autre c'est le Camerounais francophone. Alors revenons un peu par rapport à la RDC parce que vous touchez quand même, vous pointez du doigt là où il y a un souci. Là où il y a un souci. Non, on pointe du doigt sur le problème de la RDC, de les élections, tout ça, etc. Vous avez dit, bon, Tshisekedi, il est âgé, il y a le jeune Vital Kamerhe. Alors, attention, je ne disqualifie pas le président. Etienne Tshisekedi, du fait de son âge, c'est pas juste. Je me suis interrogé, parce que vous parlez de jeunesse. Je me suis interrogé, mais dans ce cas, pourquoi ne connaissez pas quelqu'un d'un peu plus jeune non, il est emblématique, M. Tshisekedi. Il a plus d'aura que tous vos opposants, de toute façon. Alors, ce que je dis, c'est ceci. Où les jeunes, comme Vital Kamerhe et tous les autres, s'associent à lui et prévoient peut-être que dans les 2 ans de présidence, qu'ils aménagent une forme de transition. Un équilibre ou une transition bien lissée pour préparer la relève quelque part. Oui, pourquoi pas, c'est sage d'ailleurs. Mais tant que vous n'avez pas cette solution, vous ne gagnerez pas les élections. Moi je l'affirme, et vous le verrez bientôt. Vous ne pouvez pas gagner l'élection. Je ne pense pas que l'un de vos candidats. Moi, je suis qu'un journaliste, hein. Ne me parlez pas de mon candidat à moi. L'un de vos candidats. Ah, je parle des candidats du pays. Hein. D'accord. Je parle du pays. Je parle de la RDC, c'est pas vous. Je ne me permettrai pas. Je ne vous demande même pas pour qui vous votez. Ça fait partie de vos droits. Mais j'allais revenir quand même par rapport, parce qu'on voit aujourd'hui l'UDPS, le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, comme un Mandela bis. Ça veut dire qu'il vient au pouvoir, il assainit la situation, et puis, bon, et les institutions deviennent solides. C'est à partir de là, il laissera sa place naturellement à une jeunesse. S'il a la sagesse de le faire, ça sera son honneur. Regardez, M. Nelson Mandela, président Nelson Mandela, il est glorifié de son vivant. Quand vous avez l'âge du président Tshisekedi, vous n'attendez plus d'avoir les honneurs comme quand vous avez 18 ans ou 40 ans, 25 ans. On ne vit plus d'ego. On a fait, on a réalisé. Et M. Tshisekedi a contribué à l'évolution démocratique de notre pays. Même si vous ne considérez pas que les choses marchent dans votre sens. Du fait de son opposition, il y a une opposition dans votre pays, on le sait. Et la personne emblématique de l'opposition, c'est M. Tshisekedi. Tout est à son honneur. Nous sommes en train de parler de la prise du pouvoir aujourd'hui, pacifique, par la voie des urnes. Pour prendre le pouvoir aujourd'hui au Congo-Brazzaville. En RDC excusez-moi, je pense du coup à mes amis congolais. En RDC, au Congo. Je ne vais pas dire Congo-Kinshasa, en RDC. Il faut une union. Et je connais mes frères africains. Nos égos, on ne peut pas les faire taire. Chacun se voit. Et ce qui doit intéresser les Africains, en général, congolais ou pas, ce n'est pas le poste du président. C'est qu'est-ce que j'apporte à mon pays, qu'est-ce que j'apporte à mon peuple qui a tant d'attentes et qui attend depuis. Alors, si tout le monde ne veut devenir que président, c'est normal que les plus jeunes soient pressés, qui veulent bousculer les plus âgés, ainsi de suite. Et après, quand ils sont présidents, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour s'enrichir. C'est pour avoir les privilèges d'un chef d'État. Ça n'a aucun intérêt pour le peuple congolais. Vous êtes au courant quand même des exactions qui sont commises en RDC. Aujourd'hui, nous avons 48 femmes violées par heure, donc avec un tableau sombre de 1100 femmes violées par jour. Est-ce qu'on peut toujours faire confiance à un président qui laisse son peuple sans protection? C'est une question intéressante, et puis vraiment je suis triste. Je suis tous les événements du Congo, c'est un pays, comme je vous l'ai dit précédemment, où j'ai beaucoup
beaucoup d'amis. Je me veux au moins républicain. Je ne m'aventurerai pas à dire que je suis démocrate. Beaucoup qui disent sont des menteurs. Parce que vous êtes dans la mangeoire au Cameroun? Mangeoire, non, pas du tout. Moi, je suis en France depuis 32 ans. Donc, je ne vois pas de quel mangeoire vous parlez. Et puis, il n'y a pas de mangeoire au Cameroun. Vous savez, on revenait peut-être sur le Cameroun, mais c'est un pays assez particulier. Restons un peu sur ces 48 viols par heure. Oui, c'est un problème grave, en effet. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a que le président comme élite. Et je m'attelle qu'à la loi. Si vous pensez que le président Kabila n'est pas un bon président et qu'il est la cause de vos souffrances, c'est à vous, par la voie des urnes, de changer de président. Il n'est pas à moi de dire, s'il y a des viols en RDC, de faire un syllogisme ou des raccourcis. Il y a des viols en RDC, donc c'est le président Kabila, puisqu'il est président, il est responsable. Les chefs des armées, Je ne raisonne pas comme ça. les chefs des armées, le garant de la République. C'est le chef suprême des armées. Et les garants de la République. Vous savez que depuis... Et les garants de la République. Pardonnez-moi, quand pardonnez-moi, vous avez dit que ça fait 30 ans que vous êtes en France, ou 32 ans. Quand un Français est enlevé en Afghanistan, est enlevé dans l'autre bout du monde, le président de la République s'élève. Pour l'État français. En commençant d'abord par le président de la République. Voilà, très bien, comme je disais, les garants. Il n'agit pas à son nom personnel. Comme j'ai dit, c'est les garants. C'est pour ça que je disais que c'est les garants de la nation. Alors comment se fait-il que le président de la RDC ne s'élève pas en tant que garant pour donner les tempos à la nation de s'élever? Je vais répondre à votre question, mais dans un certain ordre. Vous savez, le droit des conflits armés a beaucoup évolué. Il y a la responsabilité pénale individuelle aujourd'hui du soldat. On ne peut plus commettre une exaction et dire ah ben c'est sous les ordres de mon chef. Si l'ordre est illégal, le soldat qui l'a exécuté est aussi pénalisable, condamnable que celui qui lui a donné. Et je dis même plus, parce qu'aujourd'hui le soldat a la capacité d'estimer que cet ordre est inhumain, illégal et de ne pas l'exécuter. Tout ce qui peut courir dans des pays où les affaires ne sont pas maîtrisées, c'est de mettre la tête en pleine action. Mais si en justice, un soldat qui refuse d'exécuter un ordre illégal, inhumain, c'est une notion mondialement connue aujourd'hui, reconnue. Ça permet aux soldats de faire plus attention. Donc, on peut pas rendre M. Kabila, même si les chefs suprêmes des armées, comptable de toutes les actions commises par l'armée congolaise. Par contre, et là je suis d'accord avec vous, ce qu'il doit faire, lui, en tant que chef suprême des armées, c'est d'être ferme, dur face à ce genre de choses, effectivement. Il faut que l'administration, que la justice suive son cours. D'abord la justice militaire qui existe et qui est sévère. Elle est plus sévère que la justice civile souvent. Voilà. Donc... alors vous avez dit plus sévère. Vous avez dit le plus sévère. Aujourd'hui, on a fait une enquête avec les rapports qui existent, le multi-rapport. Bosco Tangana, qui est son cousin, qui sévit dans le nord-est de la RDC, Kunda Batouare, qui est parti et s'est réfugié aux côtés de son cousin Paul Kagame, et tout cela sous la bénédiction du président de la République, de la RDC, Joseph Kabila. Je reviens par rapport à cela. On a lancé un mandat d'arrêt contre Bosco Tangana, qui est toujours dans l'est de la RDC. Kabila refuse de livrer cet homme, à partir du moment que cet homme a commis des exactions terribles et avoir tué massivement la population congolaise. Comment se fait-il qu'un président de la République puisse protéger un criminel de guerre? Ce que je déplore, et je vous ai dit tout à l'heure que c'est un problème de langage, de terminologie. Je disais des éléments de langage que nous utilisons, nous exploitons. Vous centrez tout sur le président de la République, qui n'est que le chef de l'État, mais il y a l'État. Il y a un système judiciaire. Pardonnez-moi, le sénateur maire de Belfort, que vous connaissiez très bien, M. Chevena avait dit clairement, devant mon micro, devant ma caméra, en disant clairement, il y a un non-État en RDC. Pour vous répondre à cela. Écoutez, les propos, je ne suis pas là pour infirmer ou affirmer les propos
de M. Chevènement, qui a un franc-parler connu de tous, effectivement. Ce n'est pas parce qu'il a un côté direct, assez radical. Un sénateur, hein, j'ai bien dit un sénateur. Vous savez bien comment... Moi, je suis africain, monsieur. Pourquoi voulez-vous que je respecte plus la place d'un sénateur, la parole d'un sénateur français que celle d'un sénateur camerounais, un sénateur congolais? C'est pas parce qu'un sénateur... Écoutez, le cas du Gabon, un ancien conseiller français a fait une bourde. Il a reconnu qu'il a fait une bourde en disant que M. Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Ça a amené M. Obama à ne pas respecter les décisions de son pays et d'aller s'autoproclamer président. Aventure malheureuse. Il préfère privilégier la parole d'un ancien conseiller, respectable, hein, tout à fait respectable, connu de tous, qui reconnaît qu'il a fait une erreur, à respecter les décisions auxquelles lui-même a participé. Donc, il a participé à alors, je fais une déclinaison par rapport à... Pourquoi les Africains pensent qu'il y a de beau que ce qui est extérieur et de préférence occidentale? L'expérience aussi qui joue, hein, d'ailleurs, par rapport à cela. Je ne veux pas des beaux, hein, mais il y a l'expérience. C'est parler de l'expérience. Oui. S'il n'y avait pas d'État au Congo, pourquoi de vos élections? Ah, très bien, on y revient. En 2006, on avait organisé des élections en RDC. Il y a eu un vainqueur de ces élections qui s'appelle Jean-Pierre Mbemba. Ces élections ont été confirmées. La victoire de ce candidat malheureux, ça a été confirmé par Vatican, par beaucoup d'institutions. On se trouverait aujourd'hui que cet homme se trouve à la CPI, à la place de Patassé qui vient de mourir là. Patassé n'a jamais été à la CPI. Non, c'est pour ça que je dis à la place de Patassé, parce que c'est lui qui parce que c'est lui qui dirigeait l'armée qui a bien sûr commis des exactions dans son pays. Monsieur Patassé a demandé l'aide à Mbemba. Oui, mais il n'a pas demandé que ces hommes violent les Centrafricains. Non, attendez. À partir de là, il y a une enquête, mais aussi, M. Patassé devait être mis dans la même enseigne que M. Jean-Pierre Mbemba. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pas été fait. À protéger M. Patassé, vous voulez dire? Non, je dirais bien la communauté internationale a protégé. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, là, c'est un problème de fonctionnement des institutions, en effet. Ah, vous avez dit un problème. Or, dans la justice, il ne devait y avoir pas de problème. La justice ne peut pas s'exercer avec des problèmes. Ou avec des problèmes. Il faut d'abord les gérer. Non, je vous apporte une lumière à ce que vous dites. Pourquoi M. Patassé ne se retrouve pas auprès de M. Il est déjà mort d'ailleurs. Hein. Pardon? Il est déjà mort d'ailleurs, hein, il y a quelques jours. Non, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en période de deuil. Les tapons sont en berne. Depuis, je croyais, depuis un certain nombre de jours, parce que ce week-end, M. Patassé va être enterré avec les honneurs dus à son rang d'ancien chef d'État. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a eu, avant de se retrouver à la Coupe internationale, il y a un travail d'instruction du procureur de la Coupe internationale qui s'est rendu à Bangui à plusieurs reprises. La Centrafrique, avant les... Qui a acheté bien entendu des témoins. Acheté quoi? Des témoins. La Centrafrique. Oui. C'est pas possible. Monsieur Moreno, oui, bien sûr, au Campo. Qui a acheté les témoins? Je comprends pas. Monsieur Moreno au Campo. Monsieur Moreno au Campo a acheté les... Oui, tout à fait. À charge contre Mbemba, bien entendu. Écoutez, monsieur Ocampo est un monsieur sérieux. Très bien. C'est un procureur de la Coupe internationale. On ne peut pas le soupçonner d'accuser d'avoir acheté qui que ce soit. Et je ne pense pas qu'il soit aussi fort. Ça ressort au niveau de procès. Je ne pense pas qu'il soit assez fort. Ça ressort au niveau de procès. Je vais vous expliquer pourquoi M. Patassé ne se retrouve pas aux côtés de M. Mbemba. M. Patassé a été gracié suite à une négociation, un dialogue national pour la paix dans son pays. Et à la sortie de ce dialogue national autant pour moi, cautionné par les institutions internationales et les pays voisins, principalement de la CEMAC, il s'en sort que tous ceux qui ont commis quelques exactions ou qui ont pris quelques décisions, en fait, bénéficient d'une grâce, purement simplement. Donc ne peuvent pas être poursuivis ni par les juridictions nationales et ni par l'aspect international. Donc il y a des procédures? Pas du tout. L'État est souverain. L'État centrafricain est souverain.
la grâce présidentielle des faits commis ou un mode de gestion discutable, considéré comme négatif, qui bénéficie d'une grâce nationale, tous les actes ont été commis sur le plan national, c'est du domaine interne. Très bien, alors à ce moment-là, Monsieur Bemba a été appelé. Dans la logique, tout à l'heure qu'il y a la responsabilité pénale. Dans la logique d'une grâce, il n'y a pas forcément, comme je disais, il y a plus de procédures à partir du moment où un élément clé se met automatiquement de fait hors ces champs de la CPI par voie de conséquence. Le droit national, je suis désolé. Sinon, on casse tous les États, ils n'existent plus et on est dirigé par la CPI, ou par l'Europe, ou par la France, ou par les États-Unis. Vous savez que les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Ça, on le sait, il y a 130 pays. 110 pays en fait en réalité. 110 pays. Et pourquoi les fonds, aujourd'hui, on voit monsieur, je fais la parenthèse, et je passe pas du coq à l'âne, je fais la parenthèse avec l'instruction qui est donnée à monsieur Ocampo pour la saisine devant la CPI contre monsieur le Libyen Mohamed Kadhafi et également Bassel al-Assad. Alors on voit que c'est fait pour le genre de tiers et quart monde de ce tribunal. J'ai bien suivi, je suis bien suivi l'actualité. Mais vous savez, comme dit M. Juppé, il faut savoir que la France agit sous mandat des Nations Unies. Cette coalition France, Italie, Amérique, l'OTAN, en général. L'OTAN, ça n'a rien à voir avec les Nations Unies, c'est l'OTAN d'ailleurs. Attendez, ça a été c'est ce qu'on appelle une délégation de pouvoir. Oui, mais enfin, si vous voulez. Il y a une résolution qui si vous voulez, si vous voulez. Des Nations Unies qui a une pression, la pression qui a été faite. Attendez, vous parlez de plusieurs choses en même temps, vous n'avez même pas de réponse à vos questions. Ce que je voulais vous dire, vous ne voulez pas comprendre pourquoi M. Patassi se retrouve à côté de Allez-y. Alors, donnez-moi rapidement la réponse. Laquelle? De M. Patassi? Oui. Mais je vous dis qu'il n'y a pas vice de procédure, puisque la grâce suite aux actes commis à l'intérieur d'une nation, fait partie du dispositif judiciaire normal. On n'a pas privilégié M. Patassi, on a privilégié le dialogue et la paix dans ce pays. Très bien. Et on tire sur un lampiste, entre guillemets. Enfin, entre guillemets. Mais il a été... écoutez, si demain, je vous ai dit tout à l'heure très rapidement que les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, mais la justice américaine est très sévère vis-à-vis de ses propres soldats, et ça se voit. Elle est même peut-être plus sévère que la Cour pénale internationale elle-même. Vous avez suivi souvent les enquêtes au niveau d'Israël. On se dit, mais attendez, mais ces messieurs ou ces gens, ils mènent des enquêtes eux-mêmes sur les faits qu'ils ont commis. Mais c'est un État démocratique où j'ai suivi souvent les résultats des enquêtes en Israël et des peines, mais en Israël, on est capable de destituer un président d'exercice et le mettre en prison. On a une preuve actuelle. Hein. Nous sommes d'accord. On a une preuve actuelle. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne mènent pas, ils ne permettent pas l'extradition de leurs ressortissants qui ne font pas respecter la loi. Mais pourquoi? Parce que c'est la petite Centrafrique. Alors, on va vers la fin parce que ça fait près de... On s'approche d'une heure d'une discussion, ça va très très vite. Hein. C'était très intéressant. Là, c'est plutôt 6 jours d'enquête. Oui, c'est intéressant. Mais je fais un petit saut vers votre pays, qui est le Cameroun, que vous aimez tant, et vous êtes... ça, oui. Et ça fait quand même 30... Mais vous le fouillez quand même, ça fait 30 ans que vous êtes ici. Je suis basé, je ne fuis pas. J'apprécie mon mot très fort. Je ne fuis pas mon pays, j'y suis presque tous les mois, voire tous les trimestres. Très bien, vous avez la chance, d'avoir la carte de business class pour... Je ne l'ai pas, je suis un homme qui vit de peu. Je ne suis pas milliardaire, alors, je ne suis pas dans ce qu'on appelle la major, je vous dis qu'il n'y a pas de major au Cameroun. Écoutez, vous savez le nombre de hauts fonctionnaires qui ont occupé des hautes fonctions, des ministres d'État, des ministres des Finances, des grandes affaires camerounais qui se trouvent aujourd'hui en prison. Alors, parlons de prison maintenant. Soupçonnés de détournement de deniers publics. Oui, alors parlons de quelque chose. Et le plus souvent, la majorité, je peux dire que la majorité de tous ceux qui sont détenus viennent du parti politique du chef de l'État, dont il est le président. Il aurait pu dire, ce sont mes ténors, je les protège.
Alors, Pour mes lieutenants, il n'a pas fait. une question. Monsieur Alpha Condé, que pensez-vous de ce monsieur? Oui, et je salue encore sa brillante victoire. Oui, alors, il avait dit un mot assez fort contre le président Paul Biya. Vous vous rappelez de ces mots? Vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et je pense que ça a blessé le président Biya. C'est une attaque à sa propre personne. Personnel, je crois. Et c'est difficilement gérable. Et en même temps, le président Biya est en droit de considérer que c'est une immixtion aux affaires internes. Je pense que M. Biya... Il a été assez dur, hein? Je suis au courant, il y a un film de ça, hein, je suis bien au courant. Je connais très bien la Guinée, vous savez. J'ai rencontré le président Lassana Conté environ 6 mois avant qu'il nous quitte. Je connais la Guinée, j'ai beaucoup d'amis en Guinée, même autour de M. Conté. Monsieur Condé, pardon. Qui, je pense, doit être quelqu'un de bien. Je pense qu'il est bien pensant. Et c'est une... Moi, ce que je lui demanderais, c'est de demander des excuses à son compère aujourd'hui, puisqu'il a été attaqué sur sa personne, et non sur son mode de gestion de l'État. Il a le droit. M. Biya accepte qu'on a une opposition très virulente au Cameroun. J'ai l'impression que le président Biya est le président le plus insulté de la Terre, pas les journalistes camerounais, et ils ne vont pas en prison pour ça. On a les libertés au Cameroun, la liberté de la presse est totale au Cameroun. M. Condé a le droit de penser que M. Biya est un mauvais président, qu'il ne gère pas bien le Cameroun, c'est son point de vue. Ce n'est pas lui qui viendra voter pour M. Biya, ce sont les Camerounais qui votent pour M. Biya. Alors, ce sont les Camerounais qui voteraient... Mais s'il porte atteinte à la personne du chef de l'État, aujourd'hui en tant que chef d'État, le cas s'aggrave, si vous voulez. Il a dit en tant qu'opposant, mais aujourd'hui il est chef d'État. Il faudrait quand même pas qu'il se retrouve à une réunion des Nations Unies ou de l'Union africaine et qu'il ne se dise pas bonjour. Bon, donc la moindre des choses serait d'envoyer soit des émissaires pour commencer à désamorcer. À crever l'abcès. À crever l'abcès, ce que j'appelle vraiment une provocation malheureuse. Alors vous avez dit que les votants ou les gens qui sanctionnent, c'est des Camerounais eux-mêmes. Alors, la nationalité suisse de votre président? Écoutez, arrêtez de provoquer mon président. Monsieur Paul Biya n'est pas suisse. S'il y a plus patriotique que le président Biya, je n'en connais pas. Vous savez qu'il vit 6 mois en Suisse et 6 mois dans son pays? Comment 6 mois en Suisse? Vous faites votre calcul comment? Par rapport à ce qu'on a comme information? Des gens qui ne permettent pas de passer un certain nombre de jours seulement en Suisse. Et les châteaux qu'il vient d'acheter en Suisse? Vous avez vu les châteaux de M. Biya en Suisse? Oui, il y a un château que je ne vais pas te donner les noms, l'adresse, mais j'ai tous les éléments. Les noms, l'adresse, publiez-les si vous les avez. Vous faites votre travail de journaliste. Écoutez, M. Biya vit dans un hôtel quand il est en Suisse. Oui, qu'il a acheté. Ah non, il n'a pas acheté l'hôtel, attendez, soyons sérieux. Il n'a pas acheté cet hôtel. Il y vit quand il y est. Il n'y a rien de plus naturel. Quand il est en France, pendant longtemps, le président Biya descendait dans les grands hôtels parisiens et, républicain de son État, il a décidé d'aménager une résidence qui était occupée anciennement par l'ambassadeur du Cameroun, qui a trouvé notre résidence. Est-ce que vous vous souvenez? Le président Biya et sa famille ne va plus, sauf si c'est peut-être une réception officielle, mais il vit en résidence présidentielle en France. Alors, vous vous souvenez quand il est venu en France avec sa délégation, avec 48 personnes, il est venu en France avec 48 personnes sur la Côte d'Azur, vous connaissez cette histoire? C'est des histoires. Avoir dépensé par jour 3 millions de... 43 000 euros par jour. Non. Par chambre, vous connaissez une chambre d'hôtel ici en France? Non, je vous pose cette question. Le Canard enchaîné avait fait écho de cette histoire. Écoutez, cette histoire. Vous faites, mais qu'est-ce qu'il a mangé, le président Biya? Qu'est-ce qu'il a mangé pour payer 43 000 euros la journée? Vous croyez à ça? Une question, à qui profite le crime? Je ne suis pas là pour vous poser des questions, c'est vous. Je fais pas mon travail. Mais écoutez, c'est pas sérieux. Si c'était sérieux, on continue à le dire jusqu'à aujourd'hui. Il y a des moments où on veut salir l'image d'un homme ou d'un pays. Ça peut marcher, comme ça peut être, ça peut faire flop. Alors, et ça fait flop dans ce cas. Alors, je dis, monsieur, même aux États-Unis, vous n'avez pas de suite à 43 000 euros la nuit. Avec sa délégation, je dis. Alors, avec sa délégation. Oui. Alors, il y avait combien de personnes? Dites-moi le Canard enchaîné avec les éléments. Il est très économe. Ça m'étonnerait
qui trimballe une délégation qui lui coûte 43 000 euros à l'hôtel. Je ne peux pas m'associer. Très bien. Alors, un mot pour les Congolais. Pour terminer. Toujours chez les Congolais. Alors, un mot pour les Congolais. Pour l'espoir, un mot d'espoir. Vous savez, je ne suis qu'un petit homme pour lancer un message d'espoir pour le Congo. Mais je dirais, ils n'en sont pas autant pour moi conscients. Ça, j'en suis convaincu. Ce n'est pas un problème congolais. Le développement de la Centrafrique, du Cameroun, du Tchad, du Congo, Brazzaville, dans la plaine du Congo, du Gabon, la Guinée équatoriale, je dis, la zone CEMAC au moins, ou la zone CEAC pour élargir, puisqu'on n'est pas dans la SADC, à laquelle le Congo se trouve, attend les renforcements des institutions du Congo, une gestion pacifiée plutôt sous les en conflit du Congo, et pour le bien de tous. Ce n'est pas un problème que congolais, c'est-à-dire que nous attendons sincèrement que le Congo se reconstitue, puisqu'on est. En ce qui concerne les frères congolais, je dis ceci, les élections ne doivent pas être une cause de guerre, de meurtre, ou de viol le plus souvent. Et ceux qui paient les tributs de toutes ces élections, ce sont les femmes, dont les plus fragiles sont les femmes, les enfants et les personnes âgées. C'est malheureux. C'est même pas digne des Africains, quel que soit leur rang, quelle que soit leur position. Ce que je voulais vous dire, ce que je peux passer comme message à mes frères congolais, c'est d'accepter la tendance si elle a lieu et si elle est faite dans les règles. Si M. Kabila a accepté un tour et qu'il perd les élections au premier tour, au fédération tour, puisqu'il n'y a qu'un, il faudrait qu'on ménage la sortie de M. Kabila de l'État et qu'il soit considéré comme un ancien chef d'État avec tout ce que cela mérite. Le malheur des Africains en général, c'est que pour eux, il y a ce côté un peu sadique. Et c'est naturel que le président qui est au pouvoir se dise, mais si je ne suis plus là demain, ces gens vont me lyncher. Et on lui dit, il faut partir, sous aucune base de droit. Ah ben vous êtes là depuis longtemps, il faut partir. Et vous me dites, mais qui parte? Mais on ne se dit pas, un ancien chef d'État au Congo, qu'est-ce qui lui est réservé? Comment il vit? De quelle immunité il bénéficie? Est-ce qu'il est couvert entièrement? Est-ce qu'il a à répondre? Est-ce que un ancien chef d'État africain doit répondre des faits commis au moins de son exercice? Alors, mais ça se fait dans les grands pays. Vous voulez lâcher tous les chefs d'État qui descendent. Et vous visez que le chef de l'État. Le chef n'est que le chef de l'État. Il est le patron de l'État. Il y a un État. Vous n'allez pas, l'opposition congolaise ne va pas vider la République démocratique du Congo de tous ces fonctionnaires inconnus qui souffrent et qui travaillent au quotidien et amener les leurs. Merci. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de paix surtout au Congo et que le meilleur gagne. Merci beaucoup, que le meilleur gagne. Et nous attendons vers la fin de cette année les élections cruciales pour choisir. Ben ça, c'est une très très bonne question. Ça sera le prochain débat que nous aurons ensemble. Merci à vous, messieurs, bien sûr, Samnik, grand géostratège de l'Afrique centrale, l'Afrique tout court d'ailleurs. Merci à vous et bon vent à Paris. Merci à vous. Merci.